expliquer ces concepts. On a le stockage de carbone presque 3 fois plus élevé que la moyenne à l'hectare de la ville. C'est énorme, Madame la Présidente. C'est énorme. On est dans un contexte de lutte au changement climatique où le stockage de carbone, puis je pense que tout le monde ici est d'accord, devrait être en fait sauvegarder ce type de milieux qui font du stockage de carbone à cette échelle-là. Bien, ça devrait être une priorité. Ça devrait être important de garder, en fait, c'est important de garder ce type de stockage de carbone qui est presque 3 fois plus élevé que la moyenne à l'hectare à la ville. Et quand on fait l'analyse aussi d'un autre bienfait, c'est-à-dire la régulation climatique, on regarde que ce site-là offre un effet de refroidissement pour la ville de Blainville. On est tous d'accord qu'on vit déjà les effets des changements climatiques. Un des effets des changements climatiques, c'est l'effet que les températures vont augmenter beaucoup, et c'est grâce au milieu naturel, au milieu humide, qu'on est capable de refroidir, de réduire les impacts des changements climatiques pour nos populations. Quand on voit qu'un site comme ça offre directement ces services de refroidir, de réguler la température pour la ville de Blainville, avec ses centaines, avec ses milliers d'habitants, on ne peut que se réjouir. Puis je ne comprends pas pourquoi on accélère ce soir ce projet de loi pour aller à l'encontre et détruire ces bienfaits environnementaux. Parce que si on ne fait pas ça, bien, ça va coûter plus cher à la longue. Quand on n'a pas ce type d'infrastructure autour, en termes d'adaptation, les chaleurs qu'on n'est pas capable de supporter, ce n'est pas tous les gens qui ont les choix ou les moyens de se payer un air climatisé. C'est des milieux comme ça qui nous permettent de réduire la facture en électricité, qui nous permettent aussi d'avoir des meilleures conditions climatiques pour les gens qui vivent autour. Alors, je vais résumer les caractéristiques et les indicateurs du site Orica. En termes de bois d'intérêt métropolitain, on est à peu près à 35 hectares. En termes de couverture des canopées, on a 46 hectares diversifiés. En termes d'espèces à statut, il y en a sur les sites et à proximité. En termes de connectivité phonique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a une preuve ici scientifique de comment ça peut contribuer à la connectivité. Des milieux humides d'intérêt, on est à peu près à 2 hectares. Des milieux humides variés, à peu près à 13 hectares. Il y a la présence des cours d'eau, 5,5 km intermittents. On a du stockage de carbone à 55 747 tonnes de carbone qui sont estimées. L'effet de refroidissement, c'est presque moins 2,38 degrés Celsius à 0,19 degrés Celsius. C'est ça la contribution de ce site. On voit aussi la contribution à l'érosion locale et sédiments. Vous le savez, Madame la Présidente, là, on a besoin de ce type de site-là pour lutter contre l'érosion. Elle est calculée auprès de 3 599 tonnes de sol par année, 79 tonnes de sédiments par an. C'est énorme. Je vous ai nommé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bienfaits qui sont capables d'être vus par les scientifiques. Mais il y a un grand enjeu, même si on est capable d'avoir ce portrait-là initial, les scientifiques nous disent qu'il y a un enjeu de disponibilité des données. Parce que oui, il y a un site qui a une grande importance pour la CMM, comme pour l'ensemble, pour faire face à ce qu'on appelle les changements globaux. Dans les changements globaux, on inclut, oui, la lutte au changement climatique, on inclut l'adaptation au changement climatique, on inclut la protection de la biodiversité, de faire face aux nouvelles conditions environnementales, les pluies changeantes, les chaleurs, mais aussi à la pression de développement qui augmente. L'étalement urbain, ces sites comme ça nous permettent de créer un rempart naturel à ce type de pression. Je le rappelle, ces milieux naturels offrent des services essentiels. La biodiversité ici, elle est présente, est une solution et elle peut rentrer en fait dans la prise de considération de nos cibles de production et c'est à multiples niveaux. On était ensemble, puis je vois quelques collègues qui étaient là ensemble à Montréal durant la COP 15 en 2022, où le Québec a réitéré toutes ses cibles en termes de biodiversité. Dans le cadre mondial de la biodiversité, le Québec s'est doté aussi d'un plan nature par la suite
pour sauvegarder cette biodiversité. La CMM et l'ensemble des municipalités, ils ont des orientations pour la protection de la biodiversité. Ça, c'est tous des cadres qu'on donne à nos municipalités à respecter. Et ce site-là s'insère et peut s'insérer dans les objectifs de protection de la biodiversité et de lutte au changement climatique. Donc, les constats. Il y a plusieurs indicateurs qui témoignent de la valeur écologique du site Orica. Le site Orica a une valeur écologique qui est supérieure à celle de la 6e cellule actuelle. Et en raison des programmes de transformation sur le site de Stablex, la différence écologique pourrait être plus grande de ce qui conclut notre étude. Et là, on nous montre quand même qu'il y a certaines limites, parce qu'il y a des limites en termes d'utilisation des données publiques, des caractérisations écologiques. On a peu de données sur les milieux humides, parce que les données qui sont disponibles sur les milieux humides, malheureusement, ils datent de plus de 20 ans. L'analyse des connectivités qui est réalisée à l'échelle de la CMM versus Blainville, donc, comme je vous disais, il y a encore beaucoup de données à explorer et à exploiter. Les recommandations qu'on a reçues de la part des scientifiques, c'est que pour le site Orica, de réaliser une caractérisation écologique en bonne et due forme et une analyse des connectivités à l'échelle de Blainville. Ce soir, en adoptant la loi Soubaillon, on est en train de bypasser des avis scientifiques qui nous disent qu'il faut réaliser une plus grande caractérisation écologique en bonne et due forme pour voir la connectivité avec l'échelle de Blainville. Pour le site Orica, il nous recommande de réaliser une analyse du potentiel de restauration écologique. Encore une fois, ma collègue de Sherbrooke disait à quel point on n'avait pas de données, qu'on ne s'était pas penché en profondeur sur les effets écologiques, puis il reste encore beaucoup de travail à faire. Et ce qu'il nous demande aussi pour la comparaison de réaliser une caractérisation écologique sur le site Stablex afin d'obtenir un portrait qui est fiable sur la situation actuelle. Donc, Madame la Présidente, je voulais vous amener l'ensemble de ces données-là que je pense qui nous donnent un aperçu de l'impact écologique environnemental selon ce que la recommandation du BAP nous disait. En fait, je vois le temps, là, j'ai encore des choses à dire. J'ai quand même imprimé plusieurs notes des cours que je donnais en termes de connectivité et d'appréciation des services écosystémiques. On a parlé d'adaptation au changement climatique. On a parlé de la résilience écosystémique, des bienfaits pour les humains, de la connectivité écologique, de l'importance des milieux humides. Puis depuis tantôt, des fois, on dit tourbière, est-ce que la tourbière, c'est un milieu humide? Et comment ça marche? C'est que le milieu humide, juste pour clarifier, là, c'est des écosystèmes qui peuvent être permanents ou temporaires. Comme tantôt, je disais que les milieux humides sont dynamiques. Il arrive des fois, puis c'est un peu ce qui arrive dans le site Orica, qu'au tout début, il n'y avait pas de milieu humide, mais là, les sites évoluent vers des milieux humides dû à la migration des plantes, dû à la migration des espèces sur les sites. Donc, ça peut être permanent. Donc, il y a des sites, des milieux humides qui sont historiquement des milieux humides, mais il y a des sites, des milieux humides qui s'écrètent. C'est la même chose sur le site de Norvolt. Et c'est pour ça qu'on fait un peu la différence entre les marais, des marécages, des tourbières, des étangs, les plaines inondables. Bref, c'est toutes les définitions qu'on a en termes de milieux humides. Mais il faut comprendre que les milieux humides, ce qu'ils font, c'est jouer un rôle de transition entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. C'est la façon la plus facile de les reconnaître. Je vais juste avancer dans mes notes là, pour ne pas répéter des choses dont j'ai déjà dit. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Désolée, Madame la Présidente. Et j'ai la chance de présenter ça aussi. Je vous ai parlé des fermentations écologiques, des exemples de fermentation et des solutions. En fait, j'aimerais ça m'attarder aux solutions rapidement. Les solutions pour réduire tous les impacts dont je vous ai parlé, c'est maintenir et avoir des corridors écologiques, donc la raison pour laquelle on doit garder ces sites-là. Avoir des aires protégées par naturel, parce que c'est là où on a encore beaucoup plus de travail à faire au Québec. Avoir un meilleur développement du territoire et l'urbanisme. Et créer des passages phoniques. Bien, moi, je pense que dans ce cas-là, ça ne va pas appliquer, mais c'est une des raisons qui nous pousse à parler de l'importance écosystémique du site pour bien comprendre les effets du projet. Ah, j'ai oublié de parler de ça, je m'excuse.
de bien comprendre aussi ces sites. Je vous disais, il est entouré de la Grande Tourbière de Blainville. La Grande Tourbière de Blainville, en fait, c'est un écosystème précieux qui est situé à environ, vous le savez, à 20 minutes de Montréal, d'où l'importance écologique dans la grande région de Montréal. En fait, la tourbière, j'ai regardé un peu plus son historique, a été formée il y a plus de 6000 ans. Donc ça, la tourbière est un milieu humide qui est historiquement, qui est plus permanent, sur un ancien lac qui était colonisé par la mousse de Sphaigne. Elle offre des habitats, comme je vous disais, uniques pour la biodiversité. Quand on regarde un peu les effets, en fait, la richesse de la tourbière, elle a une biodiversité exceptionnelle. Elle arbitre des espèces florales rares, notamment des plantes carnivores et des orchidées. On parle de diverses espèces fauniques. On a aussi les rôles environnementaux, que je vous disais, en termes de séquestration de carbone et la lutte contre les changements climatiques. Donc, je voulais vous amener cette précision de plus. La Grande Tourbière, en fait, c'est un patrimoine naturel. Les gens ont un grand attachement et c'est pour ça le fait que le site se trouve entouré et que la nature a pris tellement sur le site, bien, les gens le voient, puis les espèces comme un tout. Même si les sites peuvent nous dire historiquement, ce n'était pas la tourbière, c'était d'autres choses, mais l'appréciation qu'il y a du site, c'est le voir comme un tout. Donne-moi une seconde. Je vais nous ramener un peu sur le fait, puis une des raisons principales pour laquelle la CAQ est en train de faire ça. Parce que oui, je vous ai fait un plaidoyer pendant près de 40 minutes de l'importance écologique de ces sites. Mais moi, ce qui me blesse beaucoup, Madame la Présidente, ce soir, et que je pense que ça nous touche tous et toutes, puis je vois mon collègue Desjardins Lesage qui va se joindre sûrement au débat,